dans la jungle du Carbonifère il y a 350 millions d'années, la biomasse terrestre vient d'exploser. Les fougères dominent le monde végétal et écrasent la concurrence grâce à une toute nouvelle technologie, le bois. Elles sont plus hautes que n'importe quelle autre plante terrestre, mais dépendent toujours des zones très humides à cause de leur mode de reproduction un peu dépassé. Mais une autre division attend patiemment dans l'ombre. Des plantes à graines plus évoluées qui s'apprêtent à pulvériser les fougères. Bientôt, ce sont les conifères qui vont entamer leur règne qui durera près de 150 millions d'années. On l'ignore trop souvent, mais cette division a apporté tout un tas d'évolutions avec elle, dont un type de bois beaucoup plus dense, mais surtout moins archaïque, ce qui a encore accentué le problème que nous avons laissé dans l'épisode 1. Salut la compagnie, je vous suggère de visionner l'épisode 1 si vous ne l'avez pas vu, qui explique comment nous en sommes arrivés là. En attendant, si vous souhaitez juste vous abonner ou liker la vidéo, c'est juste en dessous. Lorsque le bois est apparu, il était trop peu répandu pour que les organismes s'y intéressent vraiment. Sauf qu'à l'époque à laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est-à-dire en plein Carbonifère il y a 350 millions d'années, les forêts qui se trouvent sur les continents sont composées d'énormément de bois. Mais forcément, les arbres, les bosquets, les forêts, enfin toute la flore mondiale n'est pas éternelle. Et chaque individu doit mourir un jour. Les arbres meurent, tombent au sol, mais le cycle du carbone s'achève là. Autrement dit, durant le Carbonifère, aucun organisme n'est capable de digérer la cellulose et la lignine qui composent le bois. Cette matière ne pourrit jamais et devient finalement le déchet le plus abondant de la planète à ce moment-là. L'érosion a bien participé un peu à sa dégradation, puisqu'on ne se trouve pas sur la Lune non plus, mais ce processus est tellement lent qu'un autre processus naturel s'est finalement chargé d'enterrer les forêts du Carbonifère, les forces géologiques. L'ouification, c'est le processus de transformation du bois en charbon minéral. C'est du ressort de la géologie, mais grossièrement, ça ressemble à ça. Avec la pression et la chaleur, mais surtout le manque d'oxygène, toutes les molécules qui composent le bois se retrouvent dépourvues de leurs impuretés. Et lorsque la quantité de carbone atteint près de 75%, le bois est alors complètement changé en charbon. En dessous de ce taux, c'est de la tourbe, et au-delà, c'est de l'anthracite ou du graphite, voire du diamant dans d'extrêmement bonnes conditions. Le cycle du carbone était en fait court-circuité. Au lieu d'être réinjecté dans l'atmosphère, sous forme de CO2, il se trouvait maintenant dans les entrailles de la Terre. La chute brutale et globale des températures de la planète, additionnée au manque de CO2 dans l'atmosphère, aurait pu tout bonnement provoquer l'arrêt pur et simple de la photosynthèse. Est-ce que c'est bon pour vous? La vie sur Terre a bien failli s'éteindre à cause de la glaciation du Permo-Carbonifère qui a eu lieu il y a 280 millions d'années. Le coup de pouce des champignons avait permis l'expansion vertigineuse des plantes terrestres, mais ils étaient surtout en train de courir à leur propre perte. Puis sont apparus les champignons supérieurs du nom d'Axiomycètes et Basidiomycètes. Ce type de champignons décomposait peut-être d'autres matières organiques avant, mais cette fois ils ont décidé de s'attaquer au déchet le plus abondant sur Terre à cette époque, à savoir le bois. Des enzymes comme la ligninase et la cellulase sont capables de s'attaquer aux solides fibres qui composent le bois. Une fois équipés de plusieurs nouvelles enzymes digestives, les champignons ont pu tout tranquillement commencer à réparer leur erreur. Maintenant que les composés du bois pouvaient être dégradés en de matériaux chimiques beaucoup plus digestes, non seulement nos champis pouvaient en profiter, mais aussi tout un tas d'autres organismes qui se ruaient sur ce que les champignons avaient déjà prédigéré. Avec le temps, d'autres bactéries et protozoaires ont aussi débloqué cette capacité en produisant les mêmes enzymes que produisaient les champignons. Bref, maintenant que des bactéries, des champignons, voire même des insectes étaient capables de digérer le bois, le cycle du carbone pouvait reprendre de plus belle. Et petit à petit, le CO2 était restitué à l'atmosphère terrestre. Enfin, son taux a mis beaucoup plus de temps à réaugmenter qu'à diminuer, mais au début du Jurassique, son taux équivalait pratiquement à celui qu'il y avait avant le Carbonifère, autrement dit durant le Dévonien. En presque 50 millions d'années, le taux de CO2 s'était divisé par 5 et à l'entrée du Permien, son taux avait déjà doublé. Comme j'aime les graphiques, je vous en ai fait un super joli pour que vous puissiez mieux visualiser. Voilà, là on voit bien que le carbone chute très vite et réaugmente presque aussi vite. Je trouve cette histoire quand même assez amusante. Aujourd'hui, certains chercheurs se demandent comment les plantes font pour réguler le taux de CO2 dans l'atmosphère. Mais si elles le font intentionnellement, est-ce qu'on pourrait pousser encore plus loin la question? Est-ce qu'elles auraient retenu leurs erreurs du passé, d'il y a 300 millions d'années? Les plantes et les champignons pourraient bien avoir une mémoire collective. Ce qui est sûr, c'est que ces deux règnes ont une perception de leur environnement bien différente de la nôtre, mais qui reste indiscutable. En tout cas, ce serait dingue de se dire que les plantes ont frôlé le cataclysme en surconsommant les ressources de leur environnement.
mais ce serait encore plus dingue de se dire qu'elles aient réussi à surmonter cette épreuve et à s'en souvenir jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pensez à le liker s'il vous a plu ou à le partager, et à bientôt!